Bonsoir. Les petites annonces gratuites pour vendre et acheter des tas de choses, c'est formidable tant que ça ne tourne pas à l'escroquerie. Histoire vécue et explication de la spécialiste antifraude chez Anibis. À bon entendeur, vous révélera une inégalité qui ressemble fort à une injustice dans le domaine de l'assurance accident. En cas d'accident de ski, de luge, de chute sur une plaque de glace, ne croyez pas que nous bénéficions tous des mêmes prestations. Pourquoi? Et en cas d'accident de ski hors piste, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la prise en charge de l'assurance accident sera restreinte, voire annulée? Des réponses ce soir. Je vends, j'achète sur Internet, c'est comme un coup de fil, c'est si facile. Sauf que vous êtes de plus en plus nombreux à vous faire escroquer. Le scénario classique, c'est je flaire une bonne affaire, je paye et je ne reçois rien du tout. Ça peut se passer comme ça sur le site des petites annonces Anibis. Régulièrement, vous nous alertez. Dernier cas en date, celui de Tony, que François Heger a rencontré. La Terre vue du ciel, ou plutôt les terrasses de Lavaux vues d'un drone. Ces images aériennes sont aujourd'hui faciles à réaliser et accessibles à tous, grâce à ces petits appareils volants qui séduisent de plus en plus d'utilisateurs. Tony en est un. Ce Valaisan est un amoureux des drones. Il possède déjà un de ces engins radiocommandés, mais souhaite agrandir la famille. Je suis passionné de photographie et de la technologie, et puis ça me faisait plaisir de m'acheter ce nouveau modèle de drone, vu qu'il était beaucoup plus compact. Le modèle qui faisait rêver Tony, c'est celui-là. Un drone petit, stable et performant, que l'on peut facilement ranger dans une sacoche. Ce modèle est un des plus vendus du marché. J'ai regardé déjà dans les magasins, voir le prix qui valait neuf. Et vu que j'en ai déjà un, je me suis dit que j'aimerais acheter un d'occasion parce qu'il vous coûte quand même plus de 1300 francs. Et je me suis dit, prendre un d'occasion, quoi. Il surfe donc sur les différents sites de vente de matériel d'occasion sur Internet. Et parmi la foule de petites annonces, il en repère une sur le portail suisse Anibis. Celle d'un certain Jean-Pascal Baudois, qui vend exactement ce que Tony cherche. Il entre donc en contact par courriel avec le vendeur. Il a été très réactif au début, donc oui, je me suis dit c'est un vendeur sérieux. Après, ça me déplaisait parce qu'il était à Saint-Gall, donc c'était assez loin. J'aurais préféré qu'il soit du coin. Mais vu que le prix était super bon, c'était très intéressant, quoi. Les échanges sont courtois, le vendeur fournit au futur acheteur son IBAN et lui garantit qu'une fois l'argent versé sur son compte, il enverra la marchandise. Jusqu'ici, rien d'anormal. Le compte bancaire est suisse, ce qui pour Tony est un gage de confiance. D'avoir un compte suisse, une personne qui me le disait en Suisse, ça m'a rassuré. Que ce soit par contre un vendeur à l'étranger avec un compte Western Union ou quelque chose comme ça. Il verse donc l'argent sans le moindre soupçon d'arnaque et attend paisiblement son drone. Je n'ai jamais eu de problème d'arnaque, donc oui, j'étais vraiment en confiance et puis que je ne me doutais pas du tout que ça allait en arriver là, quoi. C'est une fois que l'argent est viré sur le compte bancaire du dit Jean-François Baudois, le 10 septembre 2018, que l'affaire se complique. Le vendeur ne donne plus signe de vie, ne répond plus aux nombreuses relances. Quand il n'y a plus de nouvelles par email et ça, j'ai commencé gentiment à me douter qu'il y avait un petit problème. Et vraiment où j'ai eu la certitude, c'est quand on a envoyé donc un courrier signature. Et quand il est revenu, c'était écrit pas de destinataire, quoi, destinataire non trouvé. Alors... Le vendeur s'est envolé, tout comme le drone. La famille Coico décide de ne pas en rester là et dépose fin octobre 2018 une plainte pénale pour escroquerie. Alors j'ai conseillé à mon fils d'aller déposer plainte à la police. On s'attendait quand même comme quoi une enquête sérieuse allait être faite, compte tenu que le versement était fait sur un compte bancaire ici en Suisse. Donc je pense que c'est assez simple de retrouver le propriétaire du compte. La machine judiciaire se met en route. Mais un mois plus tard, le 23 novembre, le ministère public valaisan envoie à la famille Coico une ordonnance de suspension considérant que le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'auteur et son lieu de séjour sont inconnus. Un petit peu déçu. Donc on a écrit au ministère public pour leur demander quelle avait été l'enquête qui était faite. Et puis la simple réponse qu'on a reçue donc, du ministère public a été que ce n'était pas à eux de répondre à cette question. Effectivement, dans le courrier du 4 décembre 2018, la procureure maintient sa suspension et écrit « Ceci étant, je vous informe qu'il ne m'appartient pas de répondre aux questions que vous vous posez. »
Nous sommes allés consulter un expert dans le domaine. Maître Gaffner est avocat, il traite de nombreux dossiers dans les contentieux commerciaux et la criminalité économique. Dans le cadre d'une enquête qui sera ouverte pour suspicion de commission de crime ou délit, une enquête ouverte par le ministère public, si ce magistrat s'adresse à l'établissement bancaire pour avoir des informations qui permettraient de mener l'enquête avec succès, en l'occurrence d'identifier l'auteur présumé de l'infraction, dans ce cas-là, l'établissement bancaire devrait répondre à l'ordre d'information émis par le procureur en charge du dossier. Que penser alors de la suspension de la procédure demandée par la procureure? Après lecture des pièces du dossier que la personne lésée nous a transmises, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le fait de savoir si cette décision était justifiée. On peut envisager deux types de démarches qui auraient pu être effectuées. La première aurait été d'interpeller le site de vente en ligne pour tenter d'avoir des informations sur les données qui auraient été fournies par l'utilisateur-vendeur lors de l'ouverture du compte. Le deuxième type de démarche qu'on aurait pu envisager, que le procureur aurait pu mettre en œuvre, c'est d'interpeller l'établissement bancaire auprès duquel le paiement a été fait pour tenter d'obtenir le nom, les coordonnées du titulaire du compte. Une fois qu'il y a eu une plainte qui a été déposée à la police, je pensais vraiment que, vu que j'ai été arnaqué, que ça allait vraiment avoir une suite. Et là, j'ai l'impression que c'est presque moi qui a fait une faute d'être arnaqué, vu comme on a reçu le courrier, des courriers. J'ai l'impression que c'est tout à fait normal qu'il m'aille arnaqué, quoi. Et le site Anibis n'a-t-il pas aussi une part de responsabilité? On pourrait envisager une négligence finalement fautive du site si un utilisateur-vendeur qui a fait déjà l'objet de plaintes par d'autres utilisateurs n'a pas été exclu à temps. En consultant de plus près les documents, nous avons aussi remarqué ce détail qui montre que le travail de la justice valaisanne n'est dans ce cas pas des plus précis. La plainte pénale est rédigée contre un certain Jean-Pascal Baudouin, alors que l'auteur du délit se fait appeler Jean-Pascal Baudois. Le ministère public que nous avons contacté n'a souhaité faire aucun commentaire sur cette affaire. En attendant, Tony, lui, a perdu 650 francs et ce n'est pas demain qu'il contemplera Lavaux vue du ciel. Quelle est la responsabilité d'Anibis dans des cas d'escroquerie comme celui-ci? Eh bien, vous allez nous répondre. Yelena Moncili, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur en informatique, spécialiste anti-fraude chez Anibis, qui nous intéresse ce soir. Quand on lit les conditions générales d'Anibis, on peut lire ceci, je cite, « La responsabilité d'Anibis est uniquement engagée en cas d'intention et de négligence grave. » Là, il y a une intention grave, donc votre responsabilité est engagée. Alors, Anibis met à disposition une plateforme entre vendeurs et acheteurs. Nous ne sommes jamais impliqués dans les transactions et il faut savoir qu'en Suisse, seuls les lésés peuvent déposer plainte. Donc vous estimez que vous n'avez pas de responsabilité? La responsabilité d'Anibis est de mettre à disposition une plateforme aussi sûre que possible et d'éviter que des annonces illégales soient publiées. Donc c'est par exemple le cas pour des annonces qui concerneraient de la drogue ou d'autres produits illégaux. Le cas que vous avez exposé dans le reportage, l'annonce en elle-même est légale. D'accord. L'intention d'escroquer n'est visible que très tard dans le processus, ce qui a impliqué que nous n'avons pas identifié l'annonce en temps voulu. D'accord, mais donc cet escroc qui opère sous le nom de Jean-Pascal Baudois, est-ce qu'il avait déjà fait l'objet d'une plainte ou est-ce que vous avez retiré ce vendeur de votre plateforme? Alors, nous avons effectué de nombreuses recherches après votre requête. Il s'est avéré que le lésé que l'on voit dans votre reportage a été la première personne à le signaler. Nous avons identifié 4 autres signalements par des polices au mois de janvier, donc bien plus tard. L'utilisateur a directement été bloqué après le signalement de la part du premier lésé. D'accord. Cela dit, des affaires comme celle-ci, et ce n'est pas la première, vous le savez autant bien que moi, ce n'est pas bon pour l'image d'Anibis. Alors qu'est-ce que vous faites concrètement pour éviter au maximum que ça se produise? Alors la sécurité est un sujet très important pour Anibis. C'est la raison pour laquelle nous investissons chaque année un montant à 7 chiffres qui nous permet de mettre en place de nouvelles technologies, de nouvelles structures. C'est notamment le cas avec l'intelligence artificielle, le machine learning. Et nous sensibilisons nos utilisateurs régulièrement. Alors comme quoi, par exemple? Quel conseil on pourrait donner? Alors déjà, le meilleur conseil que l'on puisse donner, c'est d'établir un contact autre que par email ou par WhatsApp
avec le vendeur. Par téléphone alors? Alors, par téléphone, mais surtout rencontrer la personne. C'est surtout ça le meilleur conseil que l'on puisse donner. Il n'y a jamais de raison pour qu'un vendeur refuse une rencontre. Si c'est le cas, passez votre chemin. Et puis pour savoir si l'objet est vraiment en possession du vendeur ou s'il ne l'a pas juste photographié sur un catalogue, est-ce qu'on peut, il y a un truc? Alors c'est clair qu'on peut lui proposer aussi de fournir une photo avec l'objet en question et par exemple un journal du jour et vous verrez bien ce que vous recevez en retour. Mais rencontrez la personne. D'accord. Dernière petite question rapidement. Selon vos statistiques, ce type d'escroquerie où on paye, on ne reçoit rien, il y en a combien par année sur votre plateforme? Alors, nous avons plus d'1 million d'annonces en ligne actuellement et le nombre d'annonces frauduleuses qui sont effectivement publiées sont évaluées à moins de 0,5%. D'accord. Et vous essayerez, j'imagine, à l'avenir de limiter encore davantage ce chiffre, si j'ai bien compris. Vous investissez pour cela. Merci pour vos explications. Très bonne soirée à vous. Merci à vous. Les vacances de février approchent, pour ceux qui en ont évidemment. Destination souvent, la neige et la montagne. Un chiffre pour modérer peut-être vos ardeurs. Les coûts liés aux accidents de sport d'hiver ont pris l'ascenseur. 379 millions annuels. Les 75% sont dus au ski et au snowboard. Ce que peu de gens savent, c'est que la prise en charge des frais par les assurances n'est pas du tout la même selon si vous êtes employé ou pas. C'est ce qu'a découvert Michel Voirol. Il était à Pau-de-Phoque, bien rangé sur le bord d'une piste de verbier. C'était en avril 2018. Reportage de Maya Cholet et Vania Parat. Je montais comme ça tranquillement, on regarde la tête dans le guidon, comme on dit, puis subitement le choc violent. Il était, je pense, à 60 à l'heure, j'ai eu un choc. On a reculé en tout cas d'ici presque vers le petit pont rouge là-bas, les deux, emportés loin. J'ai jamais eu un choc pareil. J'ai perdu le souffle, j'étais à la limite de succomber, quoi. Je ne pouvais plus reprendre mon souffle. Vous aviez mal? Ah ouais, mal partout. Mais j'ai cru que je voulais mourir, quoi. Honnêtement, je croyais que je voulais succomber, quoi. Je me suis dit, c'était tes dernières minutes ici. J'étais au sol, je ne pouvais plus bouger, j'étais à moitié mort, quoi. Vers 4 heures, j'ai reçu un coup de fil de ma fille qui m'a d'abord dit « ça va ?» J'ai dit « oui ». Elle m'a dit « oui, il y a papa, mais ça va où ?» Alors moi j'ai pensé tout de suite à Valence parce qu'il fait en principe que du freeride, il est toujours en dehors. Et elle m'a dit « non, écoute, il s'est fait renverser, il s'est fait shooter à ski sur les pistes et je viens de l'avoir au téléphone, ça va, mais il a vraiment beaucoup de peine de parler. » Gravement blessé, Michel doit être héliporté immédiatement à l'hôpital de Sion. Quand j'ai téléphoné à l'hôpital, on m'a dit qu'il avait un rein fracturé. J'avais jamais entendu cette expression. Donc j'ai compris, j'ai demandé ce que c'était. Ils m'ont dit oui, le rein est touché, il saigne. Il a des contusions partout. Il a fait 10 jours d'hôpital. Une fois son mari tiré d'affaire, Madeleine, qui gère tous les papiers de la maison, doit faire face à une autre montagne de problèmes. Le skieur qui a percuté Michel est britannique. Il a été condamné pénalement. Déjà là ? Qu'est-ce que tu pioches le dossier, là? Pour ce qui est des frais, à l'heure actuelle, le couple ne sait pas ce qui va lui être remboursé au final. En attendant, il passe à la caisse. « 3112 francs 10 pour le secours en hélicoptère. 270 francs pour la luge des patrouilleurs. 641 francs, soit la quote-part de l'hospitalisation. 2500 francs de franchise. Divers frais médicaux. Total, 6747 francs 30. Tout ça, l'assurance accident de Michel ne le prend pas en charge. Comme on est retraité, il est assuré par l'assurance maladie. Donc ça veut dire que c'est régi par les mêmes lois que l'assurance maladie. Et comme il est en bonne santé physique, il avait une grosse franchise, donc pas de souci, il ne va jamais chez le médecin. Donc on avait une grosse franchise, c'est-à-dire 2500 francs. C'est un peu le problème quand on est à la retraite. Entre retraités et employés, on n'a pas la même couverture accident.
Un problème que l'avocat Marc Orman connaît bien. En ce qui concerne le risque accident en Suisse, le risque accident est couvert obligatoirement soit par l'assurance maladie obligatoire au sens de la LAMAL, soit par l'assurance accident au sens de la LAA. Le cercle des assurés n'est pas le même. La couverture accident au sens de la LAMAL concerne les personnes qui sont non salariées, c'est-à-dire les enfants, les étudiants, les personnes au foyer ainsi que les retraités. Et la couverture accident dans la LAA concerne les salariés, donc toutes les personnes qui sont employées par un même employeur plus de 8 heures par semaine. Entre les régimes LAA et LAMAL, les prestations divergent. Pour les assurés en LAA, les frais médicaux sont entièrement remboursés, ils ne payent rien. Pour les assurés en LAMAL, les frais médicaux sont remboursés, mais ils doivent payer la quote-part des participations aux frais, soit 10%, et la franchise, entre 300 et 2500 francs selon les modèles d'assurance. En LAA, les frais de transport en ambulance sont entièrement pris en charge. L'assuré ne paye rien. En LAMAL, l'assuré paye 50%. Le remboursement est plafonné à 500 francs. En LAA, les frais de sauvetage comme l'hélicoptère sont entièrement pris en charge. En LAMAL, l'assuré paye 50% et le remboursement est plafonné à 5 000 francs. En LAA, on a droit à des indemnités journalières pour accident et une rente en cas d'invalidité. En LAMAL, on ne touche rien du tout. Il n'y a qu'un cas où l'on peut choisir entre les deux systèmes. On peut choisir, par exemple, pour un indépendant. L'indépendant va pouvoir avoir le choix entre la couverture accident qui est faite dans le cadre de la LAMAL et une couverture facultative au sens de la LAA. Et si je suis retraitée et que j'ai envie de m'assurer en LAA, est-ce que je peux ? Une personne retraitée, ça veut dire c'est une personne qui n'a pas d'activité professionnelle. Dans ce cas-là, il n'est ni indépendant ni employé, il ne peut pas souscrire une LAA. L'assurance accident en Suisse, c'est 2 poids, 2 mesures. Une différence de prestation que rien ne justifie. Cette situation indigne Rebecca Ruiz, conseillère nationale socialiste et présidente de la section romande de la Fédération suisse des patients. C'est pas normal, il y a une grande inéquité, d'autant plus que les personnes qui vont se retrouver dans cette situation où la prise en charge financière sera rapidement importante, eh bien ce sont des gens qui n'ont pas d'activité salariée, donc par définition ont sans doute moins de moyens pour pouvoir prendre en charge ces frais qui peuvent être très importants. Dans le canton de Vaud, c'est 725 francs, un frais de transport en ambulance. Au Tessin, ça peut aller jusqu'à 1500 francs. Le problème est connu depuis longtemps au Parlement, mais pourtant rien ne bouge. On ne fait rien parce qu'il n'y a pas de volonté politique, en tout cas celle de la majorité, de changer, d'harmoniser les deux systèmes. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait en tout cas déjà essayer d'avoir des chiffres par rapport à ces différences de traitement et surtout de prise en charge de ces transports, par exemple en ambulance ou bien de sauvetage, pour voir en réalité quel serait le coût d'une harmonisation des deux systèmes. Si l'harmonisation devait être trop coûteuse, ce qu'on pourrait alors envisager, ce serait de prendre une part plus importante en charge, peut-être pas la moitié des frais, mais à 80%, et puis surtout d'augmenter le plafond, parce que 500 francs par année, c'est de toute évidence pas du tout suffisant, puisque ça ne couvre même pas un transport en ambulance. En attendant une harmonisation, tous ceux qui sont assurés contre les accidents via la LAMAL passent à la caisse. Quand on arrive à la retraite ou que l'on perd son emploi, on sort automatiquement du système LAA, la loi sur l'assurance accident, pour passer en système LAMAL, la loi sur l'assurance maladie. Et bien souvent, on n'en a pas conscience. Quand on parlait de l'accident de mon mari, si on discutait justement des frais, du fait qu'il a été percuté par une personne qui est étrangère, qui a déclaré ne pas avoir d'assurance, on disait, ben voilà, maintenant c'est à nos charges, à notre charge. Et puis les gens, ils étaient super étonnés. Ils ont dit non, mais il y a la SOUVA ou la CNA en l'occurrence. Puis j'ai dit non, mais c'est fini. Quand on est retraité, il n'y a plus d'assurance nationale qui vous prend en charge pour les cas accidents. Ça tombe sous le régime de l'assurance maladie, donc avec les mêmes
les mêmes déductions en fait. Est-ce qu'il existe des solutions quand on est assuré la malle pour être mieux couvert? Alors, les personnes qui ne sont pas assurées LAA, en tout cas pour ce qui est des risques inhérents au sauvetage et puis au transport, peuvent souscrire en fait, des assurances complémentaires qui couvrent ces différentes occurrences. J'ai fait une assurance complémentaire parce que mon mari, vu qu'il il fait encore pas mal de sports un peu à risque, comme le delta, le parapente, le ski, etc. Mais dans ce cas, la complémentaire n'a rien pris en charge. Il existe la possibilité pour l'assureur complémentaire qui pratique la loi fédérale selon le contrat d'assurance de sélectionner les risques. Donc il va pouvoir choisir d'une certaine manière le cercle de ses assurés. Alors il se peut que si une personne souhaite à un certain âge souscrire une police d'assurance complémentaire, l'assureur ne soit pas d'accord et émette des réserves ou simplement ne conclut pas le contrat. Par hasard, j'avais fait une donation à la Rega, mais quelques mois auparavant, je ne sais pas pourquoi, comme ça. Et puis, je me suis dit, je me renseigne. Alors, j'ai téléphoné à la Rega, puis ils m'ont dit, aucun souci. Ils m'ont demandé d'envoyer le contrat d'assurance, la réponse de l'assurance, et puis ils ont été d'accord de prendre en charge. Ils ont pris en charge quoi au final, la Rega? Ils ont payé les frais d'héliportage. Pour toutes les personnes assurées en la malle, les cartes de sauvetage peuvent être une solution. Mais attention, elles ne sont pas une assurance. Sur son site, la Rega est très claire. Elle peut, à sa libre appréciation et dans le cadre de ses possibilités, décharger entièrement ou en partie les donatrices et donateurs des frais engagés. Même si dans la plupart des cas, la Rega prend les frais de sauvetage en charge, il n'y a aucune garantie. C'est un remboursement à bien plaire. Effectivement, la Rega n'est pas une assurance. Les donateurs n'ont pas un droit à ce qu'elle paye leur sauvetage, mais dans les faits, il n'y a pas eu de cas pour lesquels la Rega aurait refusé de prendre en charge les frais non couverts par une assurance accident. Sur les pistes de ski, les skieurs se blessent le plus souvent aux genoux et aux épaules. Les snowboarders, c'est plutôt entre épaules et mains. Alors, si vous êtes salarié, donc assuré en LAA, le régime le plus généreux, vous serez couvert au-delà des soins. Enfin, si l'assurance accident ne change pas d'avis. Différence supplémentaire entre la LAA et la LAMAL, l'étendue des prestations et la prise en charge à plus ou moins long terme en cas d'accident. C'est ce que nous avons découvert dans le cabinet du Dr Steinhäuslin, un spécialiste du TARMED. La LAA prend en charge le soin, prend en charge la réhabilitation, prend en charge éventuellement la rente après. Donc il y a une prise en charge globale du patient avec la LAA. Dans le cas de la LAMAL, la loi ne prend en charge que le soin. Il ne prend pas en charge la réhabilitation derrière, il ne prend pas en charge une éventuelle rente. D'ailleurs, la LAMAL, par exemple, ne prenant en charge que le soin, ne prend pas la prévention. À la fin des soins, dans le système LAMAL, le traitement s'arrête. Il faut dire que les primes accidents payées par les assurés LAMAL sont bien plus petites, entre 30 et 40 francs par mois. En LAA, c'est plutôt 55 francs. Des primes plus élevées en LAA qui donnent droit à plus de prestations sur le long terme. Mais revers de la médaille, pour éviter de payer trop longtemps, l'assurance accident tente parfois de transformer le cas en maladie. Je parle avec d'autres confrères, notamment avec des confrères qui sont médecins conseils dans les assurances, notamment en LAA, et ils me disent que la grande partie de leur travail, c'est d'essayer de refuser de prendre en charge. Quand les assurances se renvoient les factures comme des boules de neige, pas facile pour le patient de trouver la force de se battre et de faire valoir ses droits. Pourtant, les enjeux sont de taille. Lorsqu'un cas accident devient une maladie, l'assuré paye franchise et participation, ce qui peut être lourd. Depuis des années, Josiane enseigne le ski à Verbier. Fin mars 2017, elle est victime d'un violent accident. Je donnais un cours et durant le cours, j'ai été percutée par un snowboarder. J'ai revolé, je me suis retrouvée plus de ski, plus de bâton.
J'étais un petit peu choquée, mais vu que sur le moment, quand je me suis relevée, j'ai pensé à mon élève, parce que j'avais une petite de 4 ans. Moi, j'avais peur qu'elle ait été atteinte. La personne qui m'est rentrée dedans, elle ne s'est pas arrêtée. Elle est partie. Josiane se relève avec une forte douleur à l'épaule gauche. Positive, elle se dit que ça va passer. Mais la douleur persiste. Elle finit par se rendre chez le médecin quelques mois après. L'échographie est sans appel. Là, ils ont réalisé que j'avais une déchirure au niveau du su épineux et que j'avais une forte tendinite. Donc là, ils m'ont fait une infiltration. On ne met pas les bâtons comme ça en l'air. Les bâtons, ils suivent le mouvement de nos skis. Pour les médecins de Josiane, aucun doute. La déchirure vient du choc très violent de son accident. Les frais doivent donc être pris en charge par la Generali, l'assurance accident de l'école de ski où Josiane est employée. Allez, on tient nos bâtons. Josiane leur annonce le cas et envoie tous les papiers. En retour, elle reçoit un numéro et puis plus de nouvelles. Les mois passent et pour Josiane, les traitements s'enchaînent. J'ai eu une opération à l'épaule. Ils m'ont refait le sous et le su épineux, le tendon et la coiffe du rotateur. Après ça, j'ai eu de la physiothérapie en piscine à l'hôpital de Martigny. Ça fait des milliers de francs de frais. Oui, parce qu'à 3 fois semaine pendant 4 mois, plus 2 fois semaine presque jusqu'au mois de novembre. Puis maintenant, je vais 1 fois semaine. Et l'opération? Plus l'opération, les 4 jours d'hospitalisation. Qui fait que oui, c'est sûr qu'il y a des frais qui ont été bien engendrés pour ça. Et un beau jour, l'assurance accident se manifeste. À un moment donné, j'ai reçu une lettre me disant que je devais aller voir un de leurs experts à Lausanne. Et ça, c'était au mois d'août. J'ai été opérée en mars. Et au mois d'août, ils m'ont demandé d'aller voir un de leurs experts. L'assureur a le droit d'investiguer, et même le devoir d'investiguer l'atteinte et l'accident qu'on lui déclare. C'est clair qu'il faut faire attention quand on remplit une déclaration accident d'être précis sur les atteintes à la santé qui sont intervenues, sur les circonstances de l'accident. Et c'est vrai qu'un assureur, quand il voit une déclaration accident, s'il voit quelque chose d'un peu bizarre, il va enquêter plus en avant. Donc s'il se dit, selon l'âge de cette personne, peut-être qu'elle avait déjà des atteintes à son genou, il va poser des informations. Est-ce que vous aviez auparavant déjà des problèmes? S'il trouve que les circonstances de l'accident ne sont pas très précises, il va se demander, est-ce qu'il y a vraiment eu un accident? Ou est-ce que ça correspond vraiment à la définition juridique d'un accident? Les premières déclarations des assurés sont toujours considérées comme ayant une forte valeur probante, donc il faut être assez détaillé, précis, exact. Et puis, le cas échéant pour les aspects médicaux, demander l'assistance d'un médecin pour qu'il aide à expliquer le contexte médical. Pendant des mois, Josiane n'a pas de nouvelles de l'expertise qu'elle a faite sur demande de son assurance accident, jusqu'à ce fameux jour d'octobre 2018. Ils m'ont envoyé une lettre avec le résultat de l'étude. Notre service médical ayant pris connaissance du dossier nous informe que le statu quo sine, à savoir l'état de santé tel qu'il serait apparu tôt ou tard, même sans l'accident, à la suite de l'évolution, a été fixé à une date du 18 septembre. Pour moi, c'est pas très compréhensible pour les gens du commun des mortels, mais d'après ce que j'ai compris et que je me suis renseignée, on m'a dit que c'est ça, que tôt ou tard, vu mon âge, j'aurais eu mal à l'épaule à un moment donné. Parce qu'ils ont fait des études à un moment donné qu'à partir, je pense, de 45-50 ans, eh bien, nos tendons, nos muscles vieillissent de tant de pourcents. Et je leur ai pourtant dit qu'il y a des personnes bien plus âgées que moi qui sont capables de vivre, d'étendre leur linge, de faire leur ménage, et puis qui n'ont pas mal aux épaules. Surtout que j'ai même pas mal à l'autre. J'ai jamais eu de problème avec mes épaules, sauf depuis cet accident. Pour eux, c'est une maladie, c'est plus un accident. Verdict, le cas de Josiane n'est pas pris en charge.
C'est en effet fréquent que les assureurs accidents tentent de dire qu'un cas est en réalité un cas maladie, où l'assureur accident essaye d'interrompre les prestations par une décision en indiquant soit dès le départ qu'il estime que c'est pas un accident ou que c'est pas une lésion assimilée à un accident, ou qu'il estime par la suite, après avoir presté quelque temps, que le lien de causalité est interrompu et donc que ce n'est plus à lui de prester. Et il indique à l'assuré qu'il doit s'adresser à l'assurance maladie ou au chômage ou à d'autres institutions. Dans un tel cas, les patients peuvent agir pour contester la décision. Il y a absolument besoin du soutien des médecins traitants et spécialistes pour que l'assuré puisse se défendre. Ensuite, il faut qu'il ait connaissance de son dossier, donc il faut qu'il le plus vite possible il écrive à l'assureur pour demander une copie de l'entier du dossier. L'assureur a l'obligation de lui transmettre. Et puis ensuite, il faut chercher un conseil juridique. Et surtout, il faut agir vite, donc il faut agir dans les 30 jours après une décision pour pouvoir y faire opposition, sinon on est déchu de ses droits. Donc on a peu de temps, il faut quand même le faire de manière correcte, c'est-à-dire en vraiment s'opposant à la décision, en donnant quelques motifs, en signant son courrier, en l'adressant à la bonne personne. Donc moi je conseille de s'informer et de savoir, de connaître ses droits et de vraiment pas prendre la décision de l'assurance comme la vérité absolue. Allez, on y va! L'assurance m'a dit que j'avais droit à aller à l'encontre de leur décision. Mais c'est sûr qu'en allant à l'encontre de leur décision, ça implique des frais parce qu'il faudrait prendre un avocat, il faudrait aller voir d'autres experts, mais que c'est toujours à notre charge. Et moi, je leur ai dit qu'à un moment donné, je ne pouvais plus aller à cette encontre-là. Je n'avais pas les moyens financiers de me battre contre eux parce qu'ils n'ont même pas pris en considération ce que les médecins qui m'ont soigné et opéré ont écrit, ont dit concernant mon cas. C'est donc l'assurance maladie qui a couvert les frais, mais Josiane doit payer les 10% de participation et la franchise. Par chance, ce n'est que de 300 francs. De son côté, Generali, l'assurance accident de l'employeur de Josiane, Generali maintient sa version dans le courrier qu'elle m'a envoyé. Je cite, « L'expert est arrivé à la conclusion qu'à compter du 18 septembre, les troubles dont souffrait Mme Cochran n'étaient plus en relation avec l'accident qui nous avait été annoncé. » Fin de citation. Et ça, malgré le diagnostic du médecin de Josiane. Quant à Assura, son assurance maladie, elle a estimé que ses conclusions étaient correctes. Elle n'a pas demandé de contre-expertise, alors qu'elle le fait dans 8% des cas lorsqu'une assurance accident renvoie le cas en maladie. Ce qui est important de savoir, c'est que depuis début 2017, pour toutes les lésions assimilées à un accident comme des muscles, des ligaments, des déchirures du ménisque ou musculaires, c'est à l'assureur accident de faire la preuve que vous souffrez d'une maladie. Ce n'est plus à vous. Il n'y a plus besoin de faire valoir non plus une cause extérieure extraordinaire. Cela dit, environ 76 000 personnes se blessent chaque année dans les domaines skiables suisses. Certains accidents pourraient sûrement être évités si tout le monde respectait les règles en vigueur. Les pistes de ski. Nicolas Duc les connaît bien. Il est président de la SCOUS, la Commission suisse pour la prévention des accidents de sport de neige. On voit beaucoup de choses sur les pistes de ski. Est-ce que tout est permis ? Alors, sur les pistes, il y a beaucoup de choses qui sont permises. On peut s'amuser, on peut se faire plaisir, mais il y a quand même une règle qui est importante, c'est qu'on doit essayer de respecter les autres usagers et toujours maîtriser sa vitesse et son comportement. Une piste de ski, ce n'est pas une route ouverte à la circulation. Donc, il n'y a pas de contrôle d'alcoolémie et de drogue, antidrogue ou antidopage sur une piste de ski. On ne pourra pas retirer le permis, par contre, si on se comporte mal, on pourra retirer le forfait. Ça, c'est possible. Les stations sont libres de décider si elles veulent faire des contrôles ou pas. Il y a des stations qui sont plus strictes que d'autres par rapport à ça. Quand il y a des contrôles, qui c'est qui s'en occupe ? Alors en général, c'est le service de patrouilleurs des pistes qui s'en occupe en Suisse. Et puis il y a des pays comme l'Italie où il y a des carabinieri Sulici qui, eux, s'occupent de faire ces contrôles et qui peuvent coller des amendes qui vont jusqu'à 500 €. En Suisse, pas de police du ski, pas de radar ni d'éthylotest. Par contre, les pistes ne sont pas pour autant une zone de non-droit. Il y a des règles. Et si on les enfreint, en cas d'accident, on risque la condamnation.
C'est précisément le but de ces règles. Elles ont été élaborées par la Fédération internationale de ski, donc par l'organisme qui porte le ski au niveau mondial, pour faciliter la vie des tribunaux et avoir des règles qui soient adaptées à l'utilisation des descentes pour sport de neige. Donc c'est les règles que les tribunaux suisses, européens, étrangers vont appliquer pour estimer si une personne a commis une erreur ou pas. Alors là, on est devant le panneau qui explique les 10 règles de comportement de la FIS. Donc, c'est les 10 règles les plus importantes pour déterminer le comportement des usagers. Les règles principales, c'est la première règle, ça veut dire de jamais mettre autrui en danger ou lui porter préjudice. La deuxième, qui est super importante, c'est descendre à vue, maîtriser sa vitesse et son comportement et les adapter aux circonstances et aux conditions. Et puis, le dernier groupe de règles qui est important, c'est ce qui a trait en cas d'accident, c'est porter secours, bien sûr, mais aussi porter son assistance aux patrouilleurs, à la police éventuellement, pour expliquer ce qu'on a vu et ce qui s'est passé. Et quand une piste est fermée, mieux vaut ne pas s'y engager. Et là, on a 2 panneaux qui sont super importants. Celui-ci qui permet de délimiter le domaine skiable contrôlé, où l'entreprise de remontée mécanique assume une responsabilité, protection contre les dangers d'avalanche, etc. Et à partir de cette limite, ou de ce panneau-ci, eh bien, c'est la responsabilité de l'usager, et du coup, la couverture d'assurance des remontées mécaniques va tomber. Ces règles de la Fédération internationale du ski, vous pourrez les retrouver en lien et en détail sur le site internet d'À Bon Entendeur. Maintenant, si vous sortez du domaine skiable contrôlé ou vous faites du hors-piste, vous vous lancez dans une entreprise téméraire. Et oui, c'est le terme juridique parce qu'elle présente un risque, encore qu'il y a des entreprises téméraires relatives et d'autres absolues. Explication. La loi suisse ne définit pas quelles activités précisément sont considérées comme des entreprises téméraires. Alors, les assurances ont établi une liste qui évolue au gré de l'apparition de nouveaux sports. Objectif : rendre des décisions uniformes en cas d'accident. Premier cas de figure, les entreprises téméraires absolues comme le base jump, les courses de motoneige, le VTT de descente, le motocross et bien d'autres activités plus ou moins sportives. Deuxième cas de figure, les entreprises téméraires relatives. C'est quand on pratique un sport sans respecter les impératifs de sécurité. Par exemple, l'alpinisme sans équipement de sécurité ou quand la météo est mauvaise. Le ski hors piste quand le danger d'avalanche est marqué. Le canyoning sans tenir compte des règles de sécurité. Mais alors, quelles conséquences pour un assuré qui aurait un accident après une entreprise téméraire absolue ou relative ? On entend souvent dire que si on prend des risques, les frais d'accident ne sont pas pris en charge. Ce n'est pas tout à fait vrai. Les frais médicaux seront toujours remboursés, quelle que soit l'entreprise qui a été effectuée, que ce soit une entreprise téméraire ou non. La possibilité de réduction des prestations, elle concerne que les prestations en espèces, donc les indemnités journalières et les éventuelles rentes versées par l'assureur LAA. Des rentes qui peuvent être réduites de 50%, voire refusées en cas de participation à une entreprise téméraire absolue. En cas d'invalidité, on risque donc de se retrouver sans revenu jusqu'à la fin de sa vie. Vu les risques financiers, mais surtout physiques, il sera demandé tout prochainement aux profs d'escalade, accompagnateurs de randonnée et de canyoning, guides de montagne, d'avoir une autorisation cantonale histoire d'augmenter la sécurité de leurs clients. S'il y en a un qui visiblement n'aime pas du tout les risques enneigés, c'est bien Carmine, le youtubeur, le schtroumpf grognon de la soirée. Je déteste l'hiver. Déjà pour commencer, parce qu'il fait froid. Ensuite parce qu'il fait froid. Et ensuite parce qu'il fait vraiment trop froid. Oh, allez, hop, voilà. Bon, comme vous l'avez compris, l'hiver c'est pas trop mon délire. Et le sport pareil, c'est pas trop mon truc. Donc si tu rajoutes sport dans hiver, c'est mort. En gros, la période d'hiver, c'est là où tu as le plus de sport d'hiver. Faut vraiment que j'arrête de faire des vidéos. Par exemple, il y a des trucs cool qu'on peut faire en famille, comme, je sais pas moi, le patin. Bon, t'es prêt, tu me filmes ? Quand tu veux.
alors ce rendez-vous? Douloureux. Cool. Il y a aussi le curling. Alors j'ai trouvé ce sport plutôt sympa. Après, chacun a sa vision du curling. Gina, on va faire une partie au curling. C'est quoi le curling? Curling, c'est un jeu, moi je lance le ballon à l'air et puis tu dois balayer partout avant que le ballon touche par terre. Ah oui, joue toi, tout seul. Non, c'est pas vrai, je peux pas ça. Voilà. Le curling, c'est un jeu d'équipe. Bon, à part ça, moi, le ski, c'est vraiment pas... Mais j'ai quand même déjà essayé de faire du ski. Et je suis vraiment nul. Par exemple, pour freiner, il faut faire le chasse-la-neige. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à freiner en chasse-la-neige. Du coup, quand je suis en pleine descente, pour m'arrêter, je fais ça. Oh puis merde. Ok, là ça fait mal. Oh, puis de toute façon, le ski, c'est trop galère. Je veux dire, rien que pour mettre le ski, c'est quoi le délire? J'aurais besoin d'aide. Et le pire qui puisse arriver quand tu veux mettre un ski, c'est quand il se passe ça. Enfin bref, le sport d'hiver, c'est sympa, mais... c'est sympa. On laisse de côté maintenant le ski et les assurances pour pousser un soupir, non pas de soulagement, mais d'agacement, avec l'une des téléspectatrices d'À Bon Entendeur que Malik Mili a rencontrée. C'est notre séquence « Encore merci ». C'est l'histoire de Mélina, une jeune femme qui en avait un peu assez d'UPC. Elle voulait changer de fournisseur, alors fin 2016, Mélina, c'est elle, résilie son abonnement. Pas de problème, UPC lui confirme que ses abonnements Internet, téléphone et TV sont bien résiliés au 31 janvier 2017. J'étais plus cliente, c'était fini dans ma tête. D'ailleurs, j'ai pris un autre abonnement et puis terminé. Terminé? Pas tout à fait. Les mois suivants, Mélina continue à recevoir des factures d'UPC. Février, mars, avril, mai 2017, les factures s'empilent, elle n'y comprend rien. On a pris toutes ces factures, sachant qu'on n'était plus clients, on les a pris, on les a mises dans un coin. Et vous avez commencé à recevoir des rappels. Et des rappels. Et des deuxièmes rappels. Et des factures qui continuent d'arriver, suivies d'une lettre comminatoire d'une société de recouvrement. Noyée dans ce flot de factures, Mélina en paye même quelques-unes par mégarde. Tous les mois, pendant presque 24 mois de factures. Donc vous receviez la facture d'un abonnement que vous n'aviez plus? Que je n'avais plus. Le 15 novembre 2018, c'est le bouquet. Mélina reçoit un commandement de payer. Elle est mise aux poursuites. C'est comme dans la pub UPC, elle a l'impression de se débattre dans un film d'horreur. Heureusement, fin novembre 2018, UPC finit par reconnaître son erreur, confirme la résiliation des contrats et quelques jours plus tard, l'entreprise rembourse même à Mélina des sommes payées par erreur. La fin d'un cauchemar qui aura quand même duré 2 ans. Je ne suis plus cliente chez eux, je suis très contente de ne plus être cliente chez eux. Je ne le serai plus et je ne le conseille pas. Alors, comment est-ce que UPC explique ce méli-mélo qui a duré 2 ans? C'est dû tout bêtement à l'abonnement pour le raccordement de base qui n'avait pas été enregistré dans le système et donc pas résilié, d'où les factures qui ont continué à être envoyées. UPC fait son mea culpa, erreur de gestion, lenteur du traitement de ce dossier et présente ses sincères excuses à Mélina. Encore merci UPC. Elles se sont démocratisées, comme le saumon d'ailleurs. Les crevettes foisonnent dans les rayons des poissonneries. Peu de sauvages, beaucoup d'élevage, notamment dans le sud-est asiatique et en particulier au Vietnam, où nous irons mardi prochain. Maladie des crevettes, destruction des zones de mangroves, des problèmes pris au sérieux dans le pays. Plusieurs initiatives sont en cours au Vietnam pour permettre à la crevetticulture de prospérer sans ravager l'environnement. Il s'agit aussi de fournir des bébés crevettes résistantes aux pathogènes. Or, et c'est un scoop, des échantillons de crevettes de différentes provenances que nous avons fait analyser contiennent des bactéries résistantes aux antibiotiques de dernière génération. Et nouveauté à découvrir aussi mardi prochain, un élevage de crevettes locales près de Bâle. L'univers des crevettes est plus ou moins rose, on en parlera mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien, très bonne fin de soirée.